Avec nous au micro d'Arabelle, Boris Cyrulnik pour nous parler de son dernier ouvrage, Boris Cyrulnik qui nous revient avec J'écrirai des soleils, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Vous êtes de passage à Bruxelles. Vous êtes neuropsychiatre. Vous avez consacré une grande partie de vos travaux à la résilience, à la capacité de transformer, de sublimer la souffrance, d'en faire quelque chose d'autre que simplement ce poids, cette part de non choisi qui arrive dans une vie. Et ici, vous nous parlez de ce pouvoir de créativité qu'on peut ajouter à la souffrance, qui est une malle au trésor si on sait en faire quelque chose d'autre qu'un poids. Et vous nous parlez d'écrivains. Votre ouvrage est truffé d'exemples d'écrivains ou d'artistes qui ont pu faire quelque chose d'autre que simplement subir la part de non choisi. Quelle a été votre démarche, Boris Cyrulnik, en écrivant ce livre « La nuit, j'écrirai des soleils » ? J'ai été étonné par un psychiatre suisse qui avait fait Hénal, qui avait fait le catalogue des écrivains orphelins. Et c'était des pages et des pages. Alors dans mon livre, j'en ai choisi qu'une cinquantaine ou une trentaine, mais en fait, dans le livre de Hénal, c'était plusieurs pages d'orphelins. Et je me suis dit, c'est un mystère. Comment se fait-il que tant d'orphelins, parmi les écrivains, parmi les gens d'image aussi, les cinéastes, donc je me suis dit, il y a un mystère, il y a quelque chose à comprendre. Donc ça a été vraiment à ce moment-là que vous vous êtes dit « allons analyser, allons relire ». C'est le point de départ, ça a été cet étonnement, parce que ça me parlait, étant donné que j'étais dans ce cas, j'ai perdu ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc j'avais très envie d'écrire. Donc je me suis dit, donc il y a un mystère. Non, je gomme le mot mystère, il y a une énigme. Il y a une énigme. Comment se fait-il que lorsque notre famille, nos parents nous manquent, on ait tant besoin de les représenter en écrivant, de s'adresser à eux en écrivant? C'était le point de départ du livre. Il y en a beaucoup des écrivains, hein. Vous les citez et vous dites que l'isolement dans lequel on est parfois amené quand on est comme ça démuni ou en tout cas privé de parents ou de présence affective, l'isolement est propice à la rêverie. L'abandon nous invite à produire dans notre monde intime une représentation théâtrale où l'on trouve l'objet aimé. C'est ça, oui. C'est-à-dire que s'il y a un manque, ou bien on a le vertige du vide, c'est-à-dire l'angoisse, ou bien on a l'angoisse, ou bien si on veut lutter contre l'angoisse, il faut remplir ce vide, et on le remplit avec des rencontres, avec des mots parlés ou avec des mots écrits, et on constate que souvent, l'angoisse disparaît dès que notre représentation du monde est comblée et qu'on n'a plus ce trou anxieux. Là, vous parlez de la fonction de la littérature. Il y a d'autres formes d'art comme la peinture, la sculpture. Et vous dites la déchirure est une contrainte à l'œuvre d'art et pas l'inverse. Oui, la déchirure, parce que si le moi est clivé, c'est-à-dire coupé en deux parties, une partie que le milieu accepte et une partie que le milieu ne peut pas entendre. Donc la personnalité est coupée en deux. Je ne peux dire que ce que vous êtes capable d'entendre. Et une autre partie de ma personnalité souffre en secret. Et quand on est comme ça dans la vie quotidienne, ça transmet quelque chose à nos proches. Ça transmet une ambivalence. Maman, papa, mon compagnon que j'aime, tout d'un coup m'angoisse et je ne sais pas pourquoi. Et ça correspond au mode de relation de cette personnalité coupée en deux, déchirée par le traumatisme. Donc le meilleur moyen d'établir une relation entière, non déchirée, on peut recoudre par l'écriture. Dans l'écriture, évidemment, il y a les mots et vous dites un mot ne désigne pas une chose, mais une représentation de la chose. Et vous citez l'exemple, non seulement de la fourchette, mais du collaborateur. Est-ce que vous pouvez, pour nos éditeurs sur Arabelle, nous raconter cette histoire du collaborateur ? Oui, les mots sont chargés de notre histoire. Ils désignent des représentations de choses venues de notre histoire. J'étais dans une institution, la Commission centrale de l'enfance, qui s'était occupée de beaucoup d'enfants orphelins, d'orphelins juifs après la Seconde Guerre mondiale. Et cette association marchait très très bien. Et puis, quelqu'un à un moment dit « Je suis débordé, je n'y arrive pas, il y a trop de courriers, il y a trop de réunions, il faudrait qu'on prenne… » Alors quelqu'un a dit « Oui, mais c'est vrai, on a trop d'activités, il faudrait prendre… » Et à ce moment-là, tout le monde a éclaté de rire. Et quelqu'un a dit « Mais on ne peut tout de même pas prendre un collaborateur. »
parce que collaborateur dans une institution d'enfants juifs orphelins de la guerre, ça prenait une autre signification que pour des enfants chrétiens pendant la guerre. Collaborateur, c'est quelqu'un avec qui on travaille, mais pas pour un enfant juif. Pour un enfant juif, collaborateur, c'est quelqu'un qui vous surveille, vous trahit, vous dénonce et vous condamne à mort. Donc les mots sont chargés de l'histoire du contexte et de notre propre histoire. Pour métamorphoser la souffrance, donc lui donner une autre forme, il ne suffit pas d'écrire, il faut encore élaborer la pensée, donc travailler, triturer les mots. Vous parlez de élaborer, donc vous parlez de Rabelais. Est-ce que vous pouvez donner quelques mots là-dessus? C'est ça, quand j'écris à l'ordinateur, je communique. Donc j'ai pas besoin très peu besoin de raturer, de chercher les mots. Je fais un rapport, tac, tac, à toute allure. Quand j'écris à la main, j'élabore. Alors Rabelais disait ex-labourer, sortir de la terre. J'ai besoin de travailler, de raturer, de recommencer. Donc mon lecteur pourra pas comprendre. Non, je m'exprime mal. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Je recommence. Et ce travail-là, maintenant, on le mesure, on le photographie en neuroimagerie. Le travail d'élaborer l'écriture modifie le fonctionnement cérébral. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à se servir de son cerveau de manière différente quand on élabore. Alors que quand on fait un rapport, on a appris une technique, on l'a appris et on répète toujours la même chose. Un rapport, c'est plus un travail d'élaboration artistique ou d'élaboration littéraire ou poétique. Donc c'est totalement différent, se servir des mots pour travailler ou se servir des mots pour transmettre une information. Alors vous parlez de l'importance de la poésie. On n'est pas toujours capable, quand il y a un traumatisme, de répondre ou de réagir tout de suite avec ce pouvoir de transformation. Vous citez le cas de Victor Hugo qui a perdu sa fille. Vous dites qu'il est resté hébété pendant 4 ans. C'était pourtant un homme de lettres. Il savait y faire avec la plume, et pourtant il lui a fallu 4 ans. Oui. C'est le trauma, quand on est laissé seul, le trauma est long à se remettre. Mais quand on est entouré, le trauma s'efface. Le trauma s'efface, mais la mémoire de l'horreur ne s'efface pas, mais la représentation de l'horreur est métamorphosée par le travail. Donc probablement Victor Hugo n'a pas pu parler avec quelqu'un, ou probablement il n'a pas été sécurisé quand Léopoldine s'est morte noyée. Elle est morte noyée après son mariage, où son mari a loué une barque ou acheté une barque et est parti avec sa femme et 2 compagnons. La barque a chaviré. Les 2 compagnons sont morts noyés. Léopoldine, empêtrée dans sa robe, n'a pas pu remonter. Le mari, excellent nageur, a plongé 6 fois. Et quand il a compris que Léopoldine était probablement noyée, il est resté au fond pour mourir auprès d'elle. Et quand Victor Hugo apprend ça, il apprend par la presse. Pour lui, c'est le choc. Et on sait maintenant qu'un traumatisme, même quand c'est un traumatisme émotionnel, éteint le cerveau. On le photographie, c'est pas une métaphore. On photographie le cerveau qui fonctionne bien. Il y a du rouge, du jaune, ça, le cerveau travaille. Quand une mauvaise nouvelle déclenche une émotion tragique, comme dans le cas de Victor Hugo, le cerveau est sidéré, fonctionne plus. C'est comme un ordinateur qui s'éteint parce que ça bug en fait. Alors, on peut faire cette métaphore, oui. Et le cerveau ne fonctionne que pour la survie. Un peu de gris, un peu de bleu, se déplacer, mais plus le travail de la pensée. Et pendant plusieurs années, Victor Hugo reste hébété. Jean-Louis Trintignant a eu la même chose. Sa fille Marie est morte. Quand sa fille Marie est morte, il s'est assis sur une chaise et il est resté 1 an ou 2 sans parler, sans bouger, sans lire, hébété. Le cerveau éteint. La vie est revenue, et quand la vie de Victor Hugo revient, il s'exprime par la poésie. C'est-à-dire que, alors il dit « Je sais que tu es morte, mais je sais que tu m'attends et je t'aime ». Et donc c'est à l'aube quand blanchit la campagne. Alors c'est à ce moment-là, il ne peut le dire que par la poésie. Imaginez qu'il le dise comme un rapport. Ma fille Léopoldine, morte noyée, telle date, près de Vilaine-sur-Seine. Obscène, ça aurait été obscène. Il ne pouvait dire ça que par la poésie. Toute autre manière de parler de la mort de sa fille aurait été une obscénité. Mais par la poésie, il pouvait en parler. Perdre un enfant, c'est vraiment quelque chose de très difficile dans une vie parce que c'est antinaturel dans l'ordre des choses. Alors, pour le moment, au cinéma, il y a
un film qui s'appelle Et je choisis de vivre, qui a été mis en place, créé par les parents. Et dans ce film documentaire, une personne disait: les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Comme si l'échange pouvait continuer. Donc à travers ces mots, on retrouve une symbolique finalement de ce que la relation pouvait être. Dans le film Facteur Cheval, il veut aussi terminer toute sa construction en souvenir aussi de sa fille, de la manière dont sa fille aimait cette part de créativité. Et nos auditeurs qui nous écoutent se posent la question: quand un des proches est dans une période de deuil comme ça, un deuil insurmontable d'un enfant qui a disparu, d'une manière ou d'une autre, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une maladie, ça peut être encore d'autres choses, un suicide. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Boris Cyrulnik? Quelle est la bonne attitude à faire dans une douleur aussi intense que celle de perdre un enfant? Perdre un enfant, c'est le scandale suprême. C'est pas dans l'ordre des choses, comme vous l'avez dit. C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Et les gens sont affreusement malheureux parce qu'on ne se prépare pas à ça. C'est vraiment le scandale. Mais l'enfant n'est mort que dans le réel. Il n'est pas mort dans la représentation du réel. Il vit encore en nous, dans notre mémoire. Il vit encore dans notre affection, comme Victor Hugo. On aime encore quelqu'un qui n'est plus là. Et pourtant, on l'aime encore. Donc pour supporter ça, toutes les cultures ont inventé le rituel du deuil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule culture sans rituel du deuil. On pleure, on souffre, mais on est entouré par ceux qui viennent pleurer avec nous, et on donne sens au malheur. Alors là, chacun donne sens au malheur en fonction de sa religion, de ses croyances, de son contexte social. On donne sens comme on sait le faire, comme on peut le faire. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Évidemment, on souffre énormément, longtemps, mais on n'est pas totalement prisonnier du passé. On peut se remettre à vivre. Il y a beaucoup d'associations qui se font quand des parents sont endeuillés par la mort d'un enfant, parce qu'un enfant qui perd ses parents est orphelin. Il y a un mot. Il y a un mot. On peut être veuf, on peut être orphelin, mais il n'y a pas de mot pour un parent qui perd son enfant. Voilà. C'est pas pensable. C'est pas possible, c'est pas pensable. Ça arrive dans le réel, mais dans la représentation verbale du réel, on ne sait pas. Il n'y a pas de mot pour ça, tellement c'est impensable. Alors c'est la souffrance extrême, mais d'ailleurs de toute façon, les rituels du deuil n'empêchent pas la souffrance, mais ils permettent de se remettre à vivre. Je suis entouré, je donne sens à ce qui m'est arrivé. Alors c'est pour ça qu'il y a le théâtre de la mort, la mise en terre dans la culture judéo-chrétienne, ou le brasier dans les cultures asiatiques. Le brasier permet de faire un rituel du deuil. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se sent autorisé à se remettre à vivre. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre plus, mais on se remet à vivre, alors que Victor Hugo ou Trintignant ont perdu des années de vie parce qu'ils ne pouvaient pas se remettre à vivre, parce qu'il n'y avait pas de rituel du deuil, parce qu'ils n'ont probablement pas été entourés. Alors vous, Boris Cyrulnik, vous avez un parcours assez particulier parce que enfant, vous êtes né quelques années avant la guerre, et quand la guerre a été là, vous avez été séparé de vos parents, que vous n'avez plus revus. Vous avez été à un moment donné placé à l'assistante publique, et puis vous avez dû fuir, vous cacher, parce qu'il y a eu une rafle à un moment donné. Il y a eu des personnes ressources pour vous, une dame et puis par la suite une tante. Votre parcours n'a pas été facile parce que vous dites j'ai pas été gagnant au départ, quoi, hein. J'avais un retard scolaire avec toute cette phase de la guerre. J'avais pas de bourse, j'ai pas revu mes parents. Et pourtant, j'ai eu un sursaut. J'ai eu envie de faire quelque chose dans ma vie. Comment est-ce que vous vous êtes raccroché à une part de créativité? Parce que vous dites quand même que ça fait partie de l'histoire de l'humanité, quand il y a des catastrophes, d'avoir un sursaut de vie réactivée quand même après. Où est-ce que vous avez trouvé la force en vous? Et comment est-ce que vous avez fait votre deuil de parents que vous n'avez plus revus, Boris Cyrulnik? Je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Quand une catastrophe arrive, l'évolution se fait par catastrophe. Que ce soit l'évolution biologique, il y a déjà eu 5 ou 6 extinctions. Probablement, on est en train d'en préparer une autre, c'est-à-dire que l'espèce humaine est en train de dégrader l'écologie de telle manière qu'on peut prédire la prochaine extinction, la disparition de l'espèce humaine. C'est déjà arrivé 5 ou 6 fois dans l'aventure de la planète. Les dinosaures, c'est l'exemple le plus classique, hein. Les dinosaures
il y a 65 millions d'années. Probablement une météorite frappe le sol, la poussière empêche le soleil, donc les dinosaures ne peuvent plus manger parce que les végétaux ne poussent plus. Et à ce moment-là, l'oxygène se développe dans l'air. Les mammifères, eux, sont très contents puisqu'ils sortent des terriers, ils deviennent des animaux souvent en plein jour, alors que c'était des animaux nocturnes auparavant, et les dinosaures disparaissent en un éclair de 10-20 000 ans. Donc c'est déjà arrivé. On sait que les sols peuvent être résilients. Quand il y a une inondation dans la région de Boston, région de New York, il y a déjà eu une inondation. Et on sait que l'eau est descendue et qu'on voit des fossiles en pleine montagne, des fossiles marins en pleine montagne. Et la faune et la flore ont réapparu, mais ça n'était plus la même faune et la même flore. C'est la définition de la résilience. C'est-à-dire que la vie reprend, mais pas comme avant, mais elle peut reprendre. Donc quand l'espèce humaine aura disparu, une autre forme de vie apparaîtra, probablement les insectes, qui eux deviendront les maîtres de la Terre et peut-être qu'ils feront moins de bêtises que nous. Mais c'est pas sûr, parce que les animaux entre eux font leur part de bêtises aussi. Donc c'est une manière d'évoluer. Et nous, sur le plan personnel, sur le plan humain, très souvent on évolue aussi après une catastrophe. C'est-à-dire qu'avant la catastrophe, c'est le ronron. On va à l'école, on a une famille, c'est le ronron, il ne se passe rien. Et puis arrive un malheur, et là, ou bien on est prisonnier du passé, ou bien on reprend un autre développement, c'est la définition de la résilience. Mais ceux qui restent prisonniers du passé sont ceux qui, avant le malheur, n'ont pas acquis l'estime de soi qui leur permet de rêver et de se remettre à faire des anticipations, alors que ceux qui se remettent à vivre sont ceux qui, avant le malheur, avaient été suffisamment affectivement réchauffés pour avoir confiance en eux, rêver et se mettre à espérer une autre forme de vie. Donc là, on voit qu'il y a une continuité dans le monde vivant. L'évolution se fait par catastrophe pour la Terre, pour les animaux et pour nous-mêmes. Alors vous, Boris Cyrulnik, vous êtes un exemple de la résilience, puisque vous nous présentez aujourd'hui La nuit, j'écrirai des soleils, qui est votre dernier ouvrage. Vous avez écrit plus de 30 titres, vous avez écrit aussi plus de 10 titres en collectif. Vous êtes neuropsychiatre, vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Louvain et également de l'Université de Mons, c'est ça ? Donc vous enseignez, puis vous avez participé à beaucoup de travaux, vous avez une carrière très très riche. Pendant la guerre, vous avez dû vous cacher parce que les personnes de confession juive étaient toutes mises en danger, y compris vous. Et là, vous avez pris un pseudo. Vous vous êtes appelé Jean Laborde parce que ça faisait plus franco-français. Par la suite, une part de votre identité vous manquait, c'est ça ? Boris Cyrulnik, c'était votre nom. Ça paraissait peut-être moins français. Et puis, vous êtes arrivé à ce désir, un jour, je deviendrai écrivain. Je deviendrai écrivain. Comment est-ce que ce désir est revenu chez vous ? Alors j'ai très tôt rêvé de devenir médecin et écrivain. C'était vraiment un rêve. Quand j'imaginais ça, ça me donnait une sensation de bonheur extraordinaire. On ne peut pas être malheureux quand on est médecin, écrivain et quand on habite au bord de la Méditerranée. C'est pas possible. Et ce rêve-là m'a dynamisé. Mais il a fallu se retrousser les manches pour réaliser une part du rêve. Et je pense que le fait de devenir écrivain, c'était une manière de chercher à comprendre et de faire comprendre. Puisque dans les années pendant la guerre, le nom Jean Laborde me protégeait, mais ce n'était pas mon nom. Alors qu'après, à la Libération, tout de suite, je voulais reprendre mon nom, qui est un nom ukrainien, qui veut dire barbier en ukrainien, et qui représentait ma filiation. En m'appelant Laborde, ça me permettait de ne pas mourir, mais je trahissais mes parents. Je les abandonnais. Alors qu'en reprenant mon nom, quand la libération est arrivée, je reprenais ma filiation, je m'inscrivais dans la lignée de mes parents que je ne connaissais pas. Je ne connais rien de la culture ukrainienne, je ne connais rien. À mon âge, il m'arrive encore de retrouver des photos qu'on me donne, que des étrangers me donnent. Tiens, j'ai connu ton arrière-grand-père ou ta tante. Moi, je ne les connais pas, mais eux l'ont connu. Donc ça veut dire que maintenant, je me sens d'une filiation et je pensais que pour remplir cette filiation, il fallait imaginer, il fallait écrire, et que c'était le livre qui permettait de devenir le tombeau de mes parents. Donc je leur donnais une sépulture,
Et à ce moment-là, je leur rendais leur dignité, ils n'étaient pas partis en fumée, je leur rendais leur dignité, et moi je me rendais ma dignité de fils en leur offrant une sépulture. Alors, quand on a des rêves, on a parfois, sur le chemin pour les réaliser, des moments de découragement. Ça nous arrive à tous. Quand ça vous est arrivé à vous, Boris Cyrulnik, où est-ce que vous avez trouvé les ressources Oh, j'ai eu des moments de découragement, bien sûr, surtout au début de médecine où j'étais pas brillant. J'avais d'abord, j'ai eu la chance de ne jamais aller à l'école, donc j'avais un retard énorme. Donc ensuite j'étais au lycée, et puis le début de la médecine, je touchais pas de bourse. Donc parce que mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Donc j'avais jamais de certificat de décès, donc je touchais pas de bourse. Donc j'étais obligé de travailler en même temps que de faire mes études, et c'était pas facile. Et donc j'ai eu des échecs, et ces échecs étaient très douloureux. Mais je reprenais espoir en me disant il faut absolument que j'y arrive, parce qu'un jour je serai médecin, écrivain, et j'habiterai sur les bords de la Méditerranée. Donc c'est ce rêve fou qui m'a donné le courage morbide de surmonter des situations vraiment difficiles. Alors, avant de se quitter, Boris Cyrulnik, vous nous disiez donc le manque invite à la créativité, la perte invite à l'art, l'orphelinage invite au roman. Est-ce que vous pouvez résumer pour nos auditeurs les deux étapes qui sont importantes quand même dans ce processus pour passer de la souffrance à la création? Donc, pour ne pas être dans la répétition, mais dans la transformation. Alors l'orphelinage invite au roman, parce que les orphelins sont les seuls à avoir des parents parfaits. Une mère toujours jeune et belle, et un père toujours gai et de bonne humeur et si rassurant. Les autres, qui ne sont pas orphelins, ben, ils ont des parents réels, qui les aiment beaucoup, qui travaillent pour eux, qui sont fatigués, qui se trompent, qui sont injustes. Ils ont des parents réels et qui vieillissent. Alors que les orphelins ont toujours, j'ai chez moi une photo de mes parents, ils sont toujours jeunes, élégants, beaux et souriants. J'ai des parents parfaits. Mais j'étais obligé de leur donner une vie réelle. Et pour ça, il a fallu que je devienne psychiatre. C'est-à-dire qu'il a fallu que je cherche à comprendre ce qui se passait dans la tête des gens, donc dans ma tête aussi, parce que c'était une motivation entre le monde réel qui n'était que des ruines, le désert, la disparition, la grande pauvreté, et le monde intime qui, par bonheur, avait été atteint d'un mal délicieux qui est la rage de comprendre. Il fallait que que je comprenne ce qui s'était passé pendant la guerre. Et cette rage de comprendre m'a donné un courage morbide de supporter des situations très difficiles. Si j'avais été équilibré, j'aurais pas supporté ces situations. Si j'avais été équilibré, j'aurais été menuisier comme mon père, j'aurais été probablement un menuisier heureux. Enfin, je m'imagine comme ça. Tandis que là, j'ai eu un courage morbide. Il fallait que je réalise ces rêves inaccessibles. Mais je ne savais pas qu'ils étaient inaccessibles. C'est maintenant que je me dis que c'est une folie d'avoir tenté l'aventure. Ça a marché, c'est pas marché tout seul, mais ça a marché. Donc, c'est dans l'élaboration vraiment, hein, donc le processus de transformation de la partie non choisie, de souffrance, de deuil, peut, à travers l'art, une forme artistique quelle qu'elle soit, Transformer la représentation de l'horreur en récit, en peinture, en film intéressant. Imaginez que vous ayez le pouvoir de faire disparaître le malheur de la condition humaine. Vous fermez toutes les bibliothèques, vous supprimez toute l'industrie du cinéma, vous, vous arrêtez, vous abîmez la culture. on ne vous invite plus non plus alors. Oui, mais c'est ça. Donc ça veut dire que le malheur participe, le malheur, l'angoisse participe à la condition humaine. On a tous notre part, mais il y a des gens qui ont une très grosse part et des gens qui ont une moins grosse part. Mais on sait tous ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on se résigne et on est prisonnier du passé et on passe sa vie à ruminer et à être malheureux, ou bien on s'évade grâce à la créativité, on s'évade grâce à la poésie, grâce, comme Victor Hugo, on s'évade grâce à la créativité, on imagine une autre forme de réalité, c'est la fiction, mais c'est la fiction mon œil. La fiction n'est alimentée que de morceaux de réel. Les romanciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent que des morceaux de réel qu'ils imaginent, ils les agencent pour faire un scénario qu'ils appellent fiction. Mais c'est pas vrai. Tout est vrai dans une fiction.
C'est-à-dire, c'est une chimère. Dans une chimère, tout est vrai. Le ventre est d'un taureau, les pattes sont d'un lion, les ailes sont d'un aigle. Tout est vrai dans la chimère, qui est un animal imaginaire. C'est ce que font les romanciers. Mais grâce à quoi ils métamorphosent? Non pas le réel, on se cogne. C'est la science qui peut découvrir des morceaux de réel. Le réel s'impose à nous. On ne sait pas ce que c'est que le réel, on n'en a pas conscience souvent. Alors que l'art nous donne une représentation, on comprend mieux la vie, notre vie, quand on lit quelques... C'est pas la peine de lire beaucoup de poésie. Des fois, on est marqué par 2 vers qu'on isole. Les citations. Presque tous les livres commencent par une citation. Une phrase qui m'a fait comprendre quelque chose et qui m'a montré où était la direction, qui a donné sens à ma vie. Et le travail du sens métamorphose la manière dont on éprouve le réel. Par exemple, il y a Notre-Dame s'est effondrée, a été brûlée il n'y a pas longtemps, et il y a des gens qui avaient des pierres de Notre-Dame. C'était magique. Pour eux, c'était magique. Vous vous rendez compte? J'ai là un morceau de Notre-Dame. Et pour d'autres personnes qui ne donnaient pas sens à Notre-Dame, c'était un tas de cailloux. C'était des gravats après l'incendie. Un caillou qui n'a pas de sens, c'est un gravat. Un morceau de la pierre de Notre-Dame, j'éprouve un sentiment délicieux, je le mets dans un écrin, je le montre à tout le monde, c'est un morceau de Notre-Dame. Le sens qu'on donne à ce qu'on perçoit modifie la manière dont on ressent ce qu'on a perçu. Donc on métamorphose la souffrance. On métamorphose parce que vous dites quand on est dans la souffrance, on est arrêté, on est un peu hébété, on fait du surplace parce qu'on bug. Et vous dites reposer du sens, c'est comme l'étoile du berger qui vient illuminer et qui permet de retrouver une direction. Alors c'est une étoile du berger, c'est la nécessaire utopie. Il faut qu'on rêve d'un rêve à réaliser, il faut que ce soit une utopie, mais l'utopie, il faut qu'elle reste au ciel. Parce que quand l'utopie descend sur Terre, elle se transforme en... Cauchemar. Toutes les utopies, la plupart des utopies sont criminelles, puisque les gens veulent imposer leurs rêves au reste de l'humanité. Donc sans tenir compte du réel, sans tenir compte d'autres représentations. J'ai une utopie nazie, je vais vous apporter 1000 ans de bonheur, c'était l'utopie nazie. Je vais vous apporter 1000 ans de bonheur, il suffit pour ça d'éliminer les juifs, les tziganes, les slaves et les nègres. Les nègres, on ne les élimine pas, disaient les nazis, on va en faire l'élevage. Ils parlaient comme ça. J'ai une utopie communiste, fraternelle, beaucoup plus généreuse, on sera tous égaux, ça sera le lendemain qui chante, et dans le réel, il y a eu presque autant de morts que pour une guerre mondiale. Le goulag n'était pas nécessaire, alors que l'utopie marxiste, peut-être qu'elle était utile, elle était nécessaire pour donner la direction, mais le goulag n'était pas nécessaire. Boris Cyrulnik, on va se quitter avec un passage de votre livre « La nuit, j'écrirai des soleils » paru aux éditions Odile Jacob. Vous nous racontez comment des écrivains qui ont eu des malheurs, d'être orphelins ou de perdre des enfants, ont pu transformer toutes ces souffrances, ce non-sens, en retrouvant une direction, en transformant cette souffrance par le pouvoir de la créativité pour faire une œuvre d'art, en tout cas de la littérature. Vous nous dites « Crier son désespoir n'est pas une écriture. Il faut chercher les mots qui donnent forme à la détresse pour mieux la voir hors de soi. Il faut mettre en scène l'expression de son malheur pour en remanier la représentation. Lorsque le spectateur applaudit ou quand le lecteur comprend, il confirme que le malheur a été métamorphosé en œuvre d'art. Le blessé ne réintègre l'univers des gens heureux qu'en créant chez eux un moment commun d'émotion, de joie ou d'intérêt. Écrire dans la solitude pour ne plus se sentir seul est un travail imaginaire qui trahit le réel puisqu'il le rend partageable, mais qui apaise l'auteur en tissant un lien de familiarité avec celui ou celle qui le lira. Boris Cyrulnik, pour conclure, la réponse, elle est dans la transformation, elle est dans la relation à l'autre, les 2 mots-clés, pour conclure, l'autre, l'altérité et la transformation. Je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre auprès de moi. Sans autre, je ne développe rien de mes promesses. Je suis un mort-vivant. S'il y a un autre, il faut que je le regarde, que je lui parle, que je vois son visage, que ça représente sa culture. Et à ce moment-là, je peux tisser un lien et je redeviens vivant. Merci d'avoir été avec nous sur Arabelle, Boris Cyrulnik, pour nous présenter votre dernier livre, La nuit, j'écrirai les soleils, paru aux éditions
Odile Jacob. Merci Boris Cyrulnik. Merci de m'avoir invité. Bonne journée.